Donc simplement, je ne vais pas vous revenir sur les missions de l'Observatoire, mais vous les connaissez aussi. On a 3 missions, c'est la surveillance, c'est l'optimisation de méthodes, du développement de méthodes en termes de surveillance environnementale, et c'est de l'information. Aujourd'hui, sur la présentation que je vais vous faire, nous sommes plus sur du développement méthodologique, et bien sûr, on espère, suite à ce développement méthodologique, une fois qu'il sera validé, partir sur de la surveillance, et puis informer le public, les décideurs. Alors, quel constat avait fait l'œil? En fait, on sait que les incendies sont une menace majeure sur l'environnement calédonien, par la destruction des habitats, par le mitage en fait, de ces habitats avec des pertes de connectivité écologique. Les incendies favorisent aussi en fait, le développement d'espèces envahissantes, l'érosion, etc. Donc, historiquement, quand on parle aujourd'hui de 30% de forêts denses humides en Calédonie actuellement, il faut savoir que les modélisations qui ont été effectuées présentaient la forêt dense humide, par exemple, comme couvrant 85% du territoire calédonien. Donc historiquement, les incendies sont vraiment une pression extrêmement importante sur l'environnement de la Nouvelle-Calédonie. Et pour autant, en fait, malheureusement, on a fait le constat qu'il y avait assez peu de données fiables sur ce phénomène, avec des bilans qui étaient fournis par différents acteurs, auparavant l'État, maintenant la direction de la sécurité civile, qui pouvaient être assez différents des bilans que pouvaient faire d'autres personnes en se basant sur d'autres méthodologies. Il y a quand même eu des avancées significatives récemment, en fait, avec des projets de recherche, notamment le projet INC, qui était un projet donc, dédié aux incendies, en fait, un projet qui était soutenu par l'Agence nationale de la recherche. Et puis la mise en place de la direction de la sécurité civile, en fait, avec sa reprise de compétences par le gouvernement de la Calédonie, a permis de mettre en place, appuyé par la DTSI, etc., des nouvelles méthodes d'acquisition de données sur le terrain. Voilà, il y a de la remontée qui est désormais plus fiable des brigades de sapeurs-pompiers qui sont de compétences communales aussi. Donc il y a quand même des améliorations, mais qui restent assez ponctuelles. En fait, la DSCGR, par exemple, ne traite pas de tous les incendies qui se passent sur le territoire. Autre constat, bien sûr, c'est que comme on manque de données de base, de référence sur les incendies, les suivis des impacts en fait, environnementaux sont difficiles à effectuer. Et c'est pour ça que l'œil en fait, essaye de contribuer à améliorer la connaissance et à développer des méthodes dans ce domaine-là. Donc on ne part pas de rien. En fait, on avait fait une étude de faisabilité en 2013-2014 qui consistait à aller voir l'ensemble des acteurs, à recenser les besoins, etc. Il y a un certain nombre d'indicateurs de suivi de l'impact environnemental qui ont été définis. Et puis on a surtout validé la faisabilité technique finalement d'un suivi par télédétection des incendies. Cette étude, elle est disponible sur le site internet de l'œil. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, elle est assez riche, elle est intéressante. Par ailleurs, on administre depuis 2013 une chaîne de traitement déjà, basée sur un satellite qui s'appelle MODIS. On a récupéré une chaîne qui avait mis en place l'IRD. Et en fait, aujourd'hui, sur le site internet de l'œil, vous avez les points de départ de feu, mais aussi les surfaces brûlées qui sont identifiées par ce capteur. Et puis enfin, on a lancé un projet en fait, donc, dédié à cette thématique, en définissant de manière assez précise ce qu'on souhaitait, et on a lancé un appel d'offres qui a été remporté par le groupement. Vous avez les logos des sociétés qui ont réussi à remporter ce marché. Alors quels étaient les objectifs généraux en fait, du projet? C'était déjà d'améliorer vraiment finalement l'identification de ces surfaces brûlées, ces périmètres impactés sur l'ensemble du territoire de la Calédonie. Donc vous savez que l'œil est quand même nativement un outil du Sud et du Grand Sud, mais quand il développe des outils de surveillance, il le fait à l'échelle de la Calédonie pour que ça puisse servir à l'ensemble des acteurs du territoire. Donc déjà la première chose, c'est d'améliorer ce recueil des surfaces brûlées. Bien sûr, après, ça va être la deuxième étape, une fois que ces données de base sont constituées, ça va être d'essayer de mesurer l'impact environnemental avec des croisements via des couches de végétation ou des couches, notamment les couches que citait
Jonathan sur les espèces menacées, le micro-endémisme, etc. Il y a des tas de couches, heureusement, qui caractérisent l'environnement, qui pourront être croisées avec ces surfaces brûlées. Et puis, on a des actions d'information, de sensibilisation, en fait, à la fois des décideurs, du grand public, par la diffusion et l'information de ces croisements. Enfin, un des derniers objectifs, c'était bien sûr d'aider aux politiques publiques, en sachant que cette donnée, quand elle sera constituée, validée, etc., pourra alimenter notamment des outils comme Prévifeu. Là, sur le site de Météo France, vous avez un modèle en fait, qui est prédictif en fait, sur le risque de départ de feu, etc. Donc c'est bien sûr une donnée en entrée qui est intéressante. Pareil, vous avez les provinces, notamment la province sud, constituent des plans de gestion des massifs forestiers. Voilà, une donnée importante. Dans le cadre pour dresser un bilan carbone de la Calédonie, dans le bilan carbone, vous avez bien sûr les émissions polluantes des industriels, des voitures, etc., mais aussi tout ce qui est incendie, en fait, ce qu'émettent les incendies à l'échelle du territoire. Voilà, c'est dans ce cadre-là de l'émission, enfin de la constitution d'un bilan carbone plus fiable qu'on a un soutien du comité technique à la maîtrise de l'énergie sur ce projet. Alors on n'est pas du tout dans la gestion opérationnelle des incendies, c'est-à-dire que nous on constate malheureusement les dégâts. En fait on n'est pas des opérationnels avec des moyens de lutte, mais on espère bien qu'avec la connaissance apportée, on pourra peut-être cibler des actions de sensibilisation, des actions de prévention, des affectations de moyens peut-être. Voilà, mais on n'est pas dans la gestion opérationnelle, on intervient après. Alors, quels étaient les moyens qui ont été définis pour essayer d'en savoir plus sur ce phénomène? C'est donc passé par des méthodes de télédétection. L'idée étant de construire une méthode qui soit reproductible, qui puisse être soutenable financièrement dans le temps et qui puisse être pérenne. Alors ça va consister à mettre en place une chaîne de traitement automatisée d'images satellites, aussi bien sur le domaine de l'optique, en s'appuyant sur des satellites qui fournissent de l'imagerie gratuite. Donc vous connaissez tous Landsat, en fait, Landsat 8 apporte quand même des choses très intéressantes, avec une amélioration de la précision du pixel. Et vous avez aussi le programme Sentinel, qui est un programme qui a été financé par l'Union européenne, géré par l'Agence européenne, l'Agence spatiale européenne, et qui fournit déjà en fait des images satellites intéressantes. Donc, premier point, c'est la mise en place d'une chaîne optique basée sur des images optiques. Et puis, le côté novateur de ce qu'on souhaite mettre en place vient aussi du fait qu'on essaie d'intégrer en fait dans la chaîne de traitement des images radar. Et donc les images radar, l'objectif, c'est notamment de pouvoir s'affranchir des contraintes de couverture nuageuse. Vous savez qu'on a souvent la chaîne centrale, le sud, etc. Certains secteurs qui sont malheureusement avec des capteurs optiques qui posent des problèmes de visibilité finalement de la Terre. Pardon. Et donc voilà pourquoi on essaie de mettre en place une chaîne radar. Alors, la chaîne radar, elle va surtout, a priori, concerner en fait, les feux les plus impactants sur le domaine de l'environnement, puisque on s'intéresse à la structure aux modifications structurales finalement, et on aura des difficultés à aller voir des feux qui touchent uniquement, par exemple, les strates herbacées. Alors le calendrier indicatif du projet, en fait, il faut savoir qu'on est sur un projet qui est phasé, en fait, qui a été phasé aussi par rapport à des contraintes budgétaires. Donc on a une livraison initiale du projet qui consistait en la fourniture d'une chaîne optique dans une version non finalisée, et puis un certain nombre de livrables. En juin 2017, on aura une livraison intermédiaire, a priori, avec la chaîne optique dans sa version finale, une chaîne radar dans sa version initiale. Et puis, fin 2017, l'ensemble des livrables du projet avec la chaîne radar aussi constituée, etc. Donc ce projet a été décalé dans le temps en raison de soucis budgétaires que rencontre la structure. Donc comment ça se passe finalement sur une chaîne de traitement de ce type? De manière très simple, hein, vous avez toute une phase de téléchargement de données, qui n'est pas une phase neutre, hein, parce que c'est des centaines de gigas de données qu'on télécharge par an. Donc ça pose des soucis de manière opérationnelle d'aller télécharger ces gigas d'images.
Après, il y a une phase aussi extrêmement importante, c'est tout ce qui est normalisation de ces images, de manière à avoir des images qui soient réellement exploitables et que la méthode soit robuste, en fait. Vous avez la détection, au sens, enfin, vraiment la détection de ces surfaces, qui s'opère de deux manières. Vous avez une classification supervisée, c'est-à-dire que vous allez fournir vous allez avoir un apprentissage, finalement, via l'algorithmie, en fait, en lui fournissant des informations du terrain, des pixels qui sont avérés comme des surfaces brûlées. Et puis après, il y a une reconnaissance automatique par rapport à la signature de ces pixels, en fait, sur les images. Donc ça, c'est la classification supervisée. Et puis, vous avez une deuxième méthode qui est mise en œuvre, qui se base sur une combinaison d'indices, donc les indices classiques NDVI, mais aussi indices d'humidité, de brillance, etc. Et avec un arbre décisionnel qui s'opère derrière ces indices, c'est-à-dire que quand j'ai, à partir de 3 ou 4 indicateurs qui commencent à présenter une signature d'une détection de feu, on va considérer qu'il y a bien une surface brûlée. Dernière étape, c'est enfin, une étape suivante, c'est le filtrage des artefacts géographiques. Il peut y en avoir beaucoup quand on constitue des chaînes de ce type-là. Donc il y a une étape de filtrage, et puis après on peut vectoriser. Donc les paramètres en entrée de chaîne, ben, on les retrouve. En fait, ça va être les serveurs de téléchargement d'images. Ça va être bien sûr votre période d'analyse. Vous allez lui dire, je veux traiter le premier semestre 2016, je veux traiter 15 jours finalement d'images. Vous allez pouvoir rentrer cette période temporelle. Vous allez pouvoir indiquer en fait à partir de combien de pourcentage de couverture nuageuse les images, vous allez considérer les images, vous allez les prendre en entrée de chaîne. Est-ce que c'est 50% de couverture nuageuse? Est-ce que c'est 25%, 70%, etc. Donc ça, là-dessus, on peut jouer. Vous allez aussi pouvoir définir quelle est l'unité minimale collectée sur le terrain. Là, aujourd'hui, on détecte des incendies qui sont liés, bien sûr, à la résolution de Landsat, qui sont à peu près de 1,5 hectare, mais qui pourront être abaissés quand on passera sur des capteurs de résolution plus meilleurs, de type Sentinelle. Et puis après, on pourra, bien sûr, indiquer des degrés de confiance. Est-ce que je veux l'ensemble des données en sortie de chaîne? Est-ce que je veux des données qui soient vraiment les données validées, enfin complètement avec des degrés de confiance assez hauts? Voilà. Les livrables attendus, donc, ce sont un rapport de production de la donnée, qui la définit, qui définit la méthode, etc., le degré de confiance, etc. Un rapport d'administration de la chaîne. Les images brutes, les images traitées, enfin surtout les images traitées, les bases de données géographiques vectorielles qui sont constituées, le code source, ça c'est un point important, c'est-à-dire que dans notre demande, enfin, dans l'appel d'offres qu'on a lancé, on souhaitait bien sûr disposer du code source de la chaîne enfin, qui est créée, et donc on l'a demandé en Python, basé sur des bibliothèques libres, etc. Et puis, bien sûr, il y a toute une infrastructure derrière ça, en fait, qui n'est pas forcément très lourde, en fait, mais voilà, il y a quand même une infrastructure. Il faut avoir à l'idée que c'est un projet qui est ouvert, hein, en fait, c'est-à-dire, effectivement, quand on dispose du code source, quand on est propriétaire du code source, bah, pour nous, c'est un gage de pérennité. Si l'œil devait disparaître ou si on considère qu'il y a une structure qui est plus à même de porter techniquement le projet, on pourra lui transmettre l'ensemble des billes. Et voilà, ça c'est important. Les résultats, donc, c'est que tous les livrables de la phase initiale ont été obtenus. On a un conseil scientifique à l'œil qui regroupe des tas de spécialistes, experts reconnus nationalement, mondialement, en fait. Et notamment, on a des télédétecteurs. Donc, on a eu un avis du conseil scientifique positif sur le projet, sur la méthodologie mise en œuvre. Donc, ça, c'était un point important pour nous. On a lancé la chaîne, en fait, sur l'ensemble des archives Landsat 2014-2015 et du premier semestre 2016. Et certains faits récents, on va le voir par la suite. On a un processus de contrôle qui est en fin d'achèvement, en fait, un contrôle interne sur la donnée produite. Et on a donc du coup identifié un certain nombre de pistes d'amélioration déjà, puisqu'on est sur une version initiale qui a été livrée. Et l'idée, c'est de construire. On est sur un processus itératif avec 3 phases de livraison. Donc aujourd'hui, on est sur cette première phase. Alors, est-ce que ça marche? Donc là, vous avez un cas d'école. Je n'ai pas pris le pire, hein, du coup.
Enfin, le pire, bien sûr, d'un point de vue des impacts environnementaux, assurément, mais pas le pire en termes de mise en œuvre. Bélep, un incendie, en fait, qui a eu lieu donc, en août, pardon. Et puis, vous avez vu, là, en fait, je sais pas, il n'y a pas de retour arrière. Enfin, vous voyez bien la surface brûlée, là, au centre. Et quand on lance la chaîne de traitement dessus, donc il y a eu 4 images disponibles du 22 août au 2 octobre. Et on a une détection en fait de cet incendie. Donc là, bon, c'est rarement comme ça, hein. C'est rarement aussi visible. Là, c'est pour la démo, quoi. Donc voilà, la chaîne fonctionne. On l'a lancée sur les feux récents, Uegua, etc., des feux importants. Et la chaîne fonctionne. Alors, on peut aussi montrer un exemple de séquence de détection en fait, des incendies, et ça c'est assez informatif. Vous avez eu un feu sur le pic du Pin, dans le Grand Sud, qui a eu lieu en novembre. Une première détection le 19 novembre 2015. Deuxième détection, donc une autre image, hein, le fond d'image que vous avez, pas l'image qui a servi à la détection, hein, c'est juste une illustration. Mais donc deuxième détection le 5 décembre 2015. Troisième détection, mais vous voyez très réduite, le 18 septembre. Non, il y a une erreur, oui, 18 septembre 2016. Une quatrième détection le 22 janvier 2016. Et au final, on a une surface brûlée qui s'approche en fait du relevé de la DSCGR qui est en bleu là en fait. On va revenir sur les différences qu'on peut observer entre les relevés, les différentes méthodes. Donc là, on perçoit en fait qu'il peut y avoir des problèmes d'ennuagement quand, à un moment, vous avez vu, on avait une toute petite surface qui était détectée. En fait, c'était simplement lié à la présence de nuages. Vous percevez aussi les soucis qu'on peut rencontrer en termes de redondance de la détection. C'est-à-dire qu'un même feu va être détecté plusieurs fois. Et là, ce n'est pas le cas, mais on peut aussi avoir des phases de reprise végétale qui vont perturber, c'est très bien pour le milieu, mais finalement, si on a une reprise végétale entre deux images réellement exploitables, eh ben, la surface brûlée, on la verra pas. Donc on en parlera par la suite. J'ai cassé le petit machin. Non. Pardon. Alors, quelques chiffres indicatifs. Hein. On a donc analysé sur l'ensemble de l'archive Landsat disponible jusqu'au premier semestre 2016. Ça représente 211 images analysées, il y a 530 gigas de données à peu près. Et voilà, j'ai quelques chiffres à vous montrer en sachant que ce sont des chiffres qui sont à prendre avec toutes les précautions d'usage, en fait, basés sur une chaîne qui est non validée, etc. Enfin, donc ne les prenez pas pour argent comptant. On a une surestimation en fait, sur ces données, donc j'en parlerai par la suite. Voilà ce que donnent un petit peu en fait, les statistiques. On va regarder que l'année 2015 parce que c'est la seule année pour l'instant qui est un peu comparable. Donc à gauche... attendez, oui. Donc là, en fait, vous avez le nombre de surfaces détectées par l'œil avec la surface en hectares, donc 830 par la chaîne, 14 000 hectares. Le satellite MODIS, en fait, détecte 90 surfaces pour 31 000 hectares, 32 000 hectares. Et la DSCGR, en fait, pendant la SAF, hein, qui est une courte période, en fait, détecte 770 départs de feu pour 12 000 hectares. Donc vous voyez, on peut avoir quand même des chiffres qui peuvent être assez différents. Et bon, c'est parfois difficilement comparable, puisque nous, les feux que nous allons observer peuvent être aussi on peut avoir une persistance de la signature spectrale qui fait qu'on va comptabiliser des feux qui ne sont pas comptabilisés, en fait, qui ne sont pas forcément les feux de l'année. On va en reparler. Alors, mince. Ouais, je l'ai vraiment cassé. C'est pas grave. Alors, quelques exemples sur la baie Hué. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une baie qui est au sud de la Calédonie, là, proche de la baie de Prony. C'est la dernière baie avant la baie de Prony. Quelques exemples pour expliquer ces écarts. Vous voyez là, c'est le relevé héliporté en fait, de la direction de la sécurité civile. Donc il n'intervient pas sur tous les feux, mais là, vu l'étendue du sinistre, elle a été levée, en fait, cet incendie. Donc la DSCGR relève 700 hectares d'incendie, de surface incendiée. Vous voyez qu'on a une partie marine quand même qui est relevée. C'est normal, le pilote d'hélico, il ne va pas zigzaguer pour à chaque fois avoir les emprises réelles.
Et puis, donc, la surface de feu détectée par la chaîne, notre chaîne, représente 370 hectares. Quand on met du MODIS dessus, on est à plus de 1900 hectares. En fait, le problème de MODIS, c'est qu'à la fois, il détecte peu de feux, en fait, finalement, que les incendies les plus importants, mais il maximise les surfaces. Donc, vous voyez les écarts qui peuvent apparaître. Sur le pic du Pin, qu'on a vu tout à l'heure, la DSCGR était à 400 hectares, nous à 350 hectares, MODIS est à 1835 hectares. Voilà, donc il y a des petites... là, juste pour exemple, vous voyez en fait sur le feu de Ouégoua, nous on a détecté des feux sur la partie nord, et la DSCGR, quand elle a fait son relevé héliporté, je pense que le feu qui est situé au nord-ouest, en fait, a dû être un feu qui a eu lieu après le relevé héliporté de la DSCGR. Ce feu n'a pas été pris par la DSCGR. Par contre, il y a toute une zone qui était sous nuage qu'on n'a pas vue. Voilà. Alors, bon, les résultats quand même de cette étude, hein, c'est qu'on va pouvoir produire sur l'ensemble de la Calédonie des surfaces brûlées. C'est une donnée qui n'existe pas par ailleurs, hein. À la DSCGR, par exemple, vous avez 25-30 interventions sur lesquelles vous allez avoir des relevés reportés par an à peu près. Enfin, là, vous avez des centaines de surfaces brûlées qui sont détectées sur l'ensemble du territoire, province des îles, province nord comprises. Quelques aussi des chiffres indicatifs sur la végétation. Bien sûr, on a croisé ça avec des cartes de végétation existantes. Bon, avec tous les bémols qu'il faut avoir, hein, on s'est basé sur le MOS de la DTSI du gouvernement, donc c'est une donnée un petit peu ancienne maintenant, etc. Voilà, on a à peu près 51% des surfaces brûlées qui concernent des espaces de savane. Ça, c'est pas nouveau. Par contre, on voit aussi que le maquis paraforestier, donc qui sont des formations en devenir pour de forêts ou même des forêts sur substrat volcano-sédimentaire peuvent être quand même touchées par les incendies. Donc il y a des tas de croisements avec des données, les périmètres de captage, etc., qui permettront de caractériser les impacts environnementaux des feux. Et bien sûr, tout est possible après, une fois qu'on a la donnée de base acquise. Et donc tous ces croisements aujourd'hui n'existent pas. Donc on est aujourd'hui dans une phase de contrôle de cette donnée, hein, qu'on finalise. Donc on contrôle cette donnée par des croisements avec les modes d'occupation du sol existants, de manière à essayer de repérer des aberrations, si vous voulez, sur les détections qui ont été opérées. Donc on utilise les MOS, mais aussi tout ce qui est données d'imagerie, cartographie, enfin bon, tout ce qui est à notre disposition finalement pour contrôler cette donnée. On a fait un travail aussi pour identifier les aberrations à travers la persistance des surfaces, en partant du postulat que si on avait une persistance de la détection qui dépassait peut-être 2 ans, par exemple, cette surface était suspecte. Donc voilà, on a essayé de contrôler un certain nombre de choses. La phase terrain, finalement, on voulait la faire à ce stade, mais on va la reporter, en tout cas de manière générale, on la réservera à des cas particuliers, et on la fera plus sur la version finale, finalement, de la chaîne optique. Donc tout ça nous a permis quand même ce contrôle d'identifier des surdétections et des améliorations surtout à apporter à la chaîne. Donc vous voyez, on estime aujourd'hui, dans ce qu'on a identifié, à plus de 30% de surdétection sur les données produites. Bon, c'était volontaire au départ, hein. Sur cette première version, on ne voulait pas rater des surfaces brûlées, donc on était assez tolérant, si vous voulez, dans l'apprentissage et dans les méthodes mises en œuvre. Mais on a donc du coup réussi à identifier des aberrations qui étaient récurrentes. Par exemple, tout ce qui est végétation sous cuirasse, en fait, la cuirasse, vous savez, c'est une formation superficielle qui a une réponse spectrale qui est finalement assez proche des surfaces incendiées. Donc on a souvent des surdétections sur des sols de ce type-là. Certaines surfaces agricoles aussi, des surfaces en eau qui apparaissent on a une chaîne qui détecte les tarmacs d'aéroports de manière exceptionnelle. Si vous voulez, en fait, l'avantage quand elles sont récurrentes sur détection, c'est qu'on va pouvoir constituer des masques facilement, des masques géographiques qui permettront de les filtrer. Il y en a qui ne sont pas récurrentes, donc il va falloir qu'on améliore ça.
Alors, quelles sont les améliorations identifiées? C'est bien sûr renforcer la robustesse de la détection. Ça, en fait, c'est vraiment lié au nombre de pixels d'apprentissage sur la méthode, la classification supervisée. Donc, la DSCGR qui collabore vraiment sur le projet, je remercie Alex qui est présent ici, va nous fournir de nouvelles données terrain. Donc, ça va permettre d'améliorer la robustesse. On va intégrer aussi des données du VVF sur un secteur particulier, sur Guapin. Il va falloir gérer ces surdétections, je vous le dis, en mettant en place des masques éventuellement pour les corriger ou essayer de travailler vraiment sur le signal renvoyé par certains objets en fait, pour pouvoir les filtrer. Un des axes d'amélioration essentiels, bien sûr, c'est d'exploiter plus d'images en fait. Aujourd'hui, on a une couverture nuageuse qui est quand même très contraignante sur la Calédonie. On a mis en place une chaîne optique qui se base actuellement sur Landsat dans sa version 0.9. La V1 de la chaîne optique va intégrer le capteur Sentinel 2. Donc en fait, on va multiplier finalement les sources d'informations disponibles. Et puis on va mettre en place la chaîne radar Là, on est vraiment dans du développement, hein, c'est plutôt recherche-développement sur la chaîne radar. Les méthodes sont moins éprouvées, mais on espère qu'elle apportera des choses. Juste un petit point sur les délais de revisite aujourd'hui des capteurs. Le Landsat, en fait, optique, enfin le Landsat qui est un capteur optique, c'est 16 jours. Sentinel 2 en optique, ça sera 5 jours quand ça sera pleinement opérationnel. Aujourd'hui, on a une image, on est plutôt sur 10 jours puisqu'on a 15 satellites de Sentinel 2 qui est opéré aujourd'hui. En 2018, on en aura 2. Le Sentinel 1, qui est donc un capteur radar, ça sera 6 jours en pleinement opérationnel. Donc, si vous voulez, on va avoir une masse d'informations, de sources disponibles qui va être vraiment intéressante. Et là, je pense qu'on aura une meilleure visibilité en fait, de l'ensemble des incendies qui touchent la Calédonie. Donc, par contre, nous, on a une absence de maîtrise de ces flux. Hein. Je le mettais en bas, c'est mal identifié là, sur la diapo, mais voilà, on est dépendant quand même de ces organismes. La Calédonie n'est pas prioritaire en termes d'acquisition, notamment sur Sentinel. Donc il va falloir aussi qu'on travaille à qualifier la donnée vraiment produite. C'était lié à notre opération de contrôle, mais il faudra qu'on le fasse de manière plus opérationnelle. En fait, là, on l'a fait sur un one-shot. Aujourd'hui, on a un souci, c'est qu'on ne connaît pas en tout point de la Calédonie si la surface a été réellement couverte par une image satellite exploitable. Donc il va falloir qu'on produise en fait, cette méta-information qui est indispensable pour des analyses. Aujourd'hui, par exemple, quand j'ai, je ne sais pas, 15 000 hectares qui sont relevés en 2015 et 10 000 en 2014, je ne sais pas si c'est vraiment lié au fait qu'il y a plus d'incendies qui ont eu lieu en 2015 qu'en 2014, ou si c'est simplement que la couverture nuageuse était moins importante. Donc voilà, ça c'est indispensable à produire comme information. On va faire aussi des tests d'analyse de performance de la détection. Donc ça, c'est des traitements statistiques. On va être aidé par l'IRD sur ces aspects-là. Et puis, voilà, on a eu des remarques de notre conseil scientifique qui étaient d'avoir plus de précision sur les phases de normalisation radiométrique qui sont une étape indispensable dans le process. Donc les contraintes identifiées, j'ai bientôt fini. Je sais que le feu couve dans vos estomacs, là, mais on a une gestion de la redondance de la signature spectrale en fait, qui va être à prévoir, en fait, une redondance temporelle. Vous l'avez vu, sur un même capteur, on a plusieurs images sur un même endroit finalement, et on a cette surface brûlée qui est redétectée plusieurs fois. Donc ça va être à gérer. C'est une redondance qui est temporelle sur le même capteur, mais qui va être bientôt multisource quand on aura de la donnée radar, de la donnée optique Sentinel, de la donnée optique Landsat. Voilà, on va avoir plein de signatures de feu. Donc l'objet feu, en fait, l'objet incendie, en fait, va être identifié. Et on a aussi une contrainte, c'est la reprise de la végétation. En fait, elle peut être assez rapide sur le volcano-sédimentaire. On le voit sur certains secteurs où finalement on rate des incendies parce que vous avez les graminées qui repoussent de manière très rapide en fait, et qui vont masquer en fait, la signature spectrale de l'incendie. Sur l'ultramafique, donc tout ce qui est terrain minier, les reprises de végétation sont beaucoup plus lentes. Donc on n'a pas cette contrainte-là.
Voilà, donc il va falloir mettre en place des règles de gestion qui risquent d'être complexes en fait, pour identifier un incendie de manière unique. Je ne suis pas certain qu'on y arrive, bon, on verra, mais voilà. Et puis la conclusion, donc c'est quand même un projet qui est innovant et qui est innovant parce que nous on n'a pas connaissance en fait d'une infrastructure comme ça en routine qui intègre autant d'images, autant de capteurs en fait. Donc sur la partie radar, on est vraiment sur le domaine de l'innovation. Il est conçu dans un esprit ouvert, vous l'avez compris, avec la pleine propriété par l'œil du code source et la possible cession éventuellement à d'autres acteurs. Et c'est un gage pour la pérennité de ce projet en fait. Donc c'était vraiment important à nos yeux. Ça va quand même apporter, on l'espère, une meilleure connaissance des incendies sur la Calédonie, notamment dans le cadre d'un suivi environnemental, puisqu'aujourd'hui, les aspects de temporalité, les aspects spatiaux, etc., sont clairement intégrés dans le process. Donc, c'est une information qui va être vraiment intéressante, a priori. On a identifié à ce stade un certain nombre d'améliorations à apporter, qui aujourd'hui, si elles ne sont pas mises en œuvre, retardent l'opérationnalité du système. Et voilà, on espère que c'est une donnée qui viendra en complément finalement d'autres données, de données terrain produites par d'autres acteurs, mais qui trouvera sa place comme une donnée de référence sur le territoire. Voilà, je vous remercie.